Bonjour, capsule consacrée à Citizen Kane, film réalisé par Orson Welles en 1941. En fait, c'est son premier film qu'il réalise à peine âgé de 26 ans. Citizen Kane évoque un peu l'ascension et la chute d'un ambitieux mania de la presse, donc Charles Foster Kane. C'est important d'avoir ça en tête parce que le film est un peu en deux temps. Donc, la première partie, c'est vraiment l'ascension et la deuxième partie, je veux dire, cette descente aux enfers. Et ça va permettre aussi, je veux dire, de découvrir un personnage un peu plus complexe qui est une des caractéristiques, bien sûr, du cinéma d'auteur. Filmer un peu à la manière d'un reportage, ils auront totalement, radicalement avec toute la production d'Hollywood et aussi va marquer un tournant dans l'histoire du cinéma mondial. On considère ce film comme peut-être un des premiers films modernes. Et bien sûr, plusieurs critiques de cinéma ont mentionné que ce film était jusqu'à tout récemment un des films les plus importants de l'histoire du cinéma et bien sûr du cinéma américain. Euh, Citizen Kane est réalisé en 1941. Wells est engagé par RKO en 1939, il y a comme un 2 ans. Pourquoi je veux dire qu'il y a 2 ans? C'est qu'au départ, Orson Welles ne voulait pas réaliser Kane. Ce qui l'intéressait, lui, c'était d'adapter plutôt la nouvelle de M. Conrad, Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Film qui raconte aussi un petit peu la descente aux enfers d'un homme qui, je veux dire, descend, lui, la rivière, et cette descente de la rivière correspond un peu à cette descente aux enfers. Le récit de Conrad se passe en Europe. Et Wells, par souci de réalisme, voulait, je veux dire, que sa production intègre des acteurs européens avec des acteurs américains, voulait aussi que certaines scènes soient tournées en Europe et aux États-Unis, mais on est en 1939 et vous savez qu'en 1939, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Wells pensait, je veux dire, que cette guerre-là était pour, je veux dire, durer quelques mois. Il y a même un clin d'œil, vous allez voir, dans Citizen Kane, lorsqu'il parle de la Deuxième Guerre mondiale, que c'est qu'une question de mois, mais ce n'est pas ce qui se produit. Donc, il attend. Et après plusieurs mois, ben, RKO lui demande finalement un projet, il soumet à autre chose, il va le jouer assez rapidement, puis ça fonctionne plus ou moins. Et au début de 1940, RKO va demander à un scénariste connu, scénariste hollywoodien, Herman Mankiewicz, de travailler en collaboration avec Wells pour pondre, écrire un scénario. C'est une petite œuvre de 51 pages, c'est pas tellement long. Euh, Plusieurs croient que la collaboration entre Mankiewicz et Wells est un peu difficile, qu'il y avait des tensions entre les deux. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ce que je crois sincèrement, c'est que le fait, je veux dire, que ce soit deux hommes un petit peu différents, ayant des bagages, je veux dire, des antécédents différents, mais va permettre à Kane, au film Citizen Kane, de mélanger certains genres, de d'avoir des procédés cinématographiques qui sont aussi, je veux dire, particuliers, alternant entre le grand et le petit. Grand peut-être finalement Mankiewicz et son goût pour les genres, petit peut-être Wells avec finalement son goût pour les petits détails, peut-être aussi grand dans le cas de Wells parce que je veux dire, il était énormément influencé par l'œuvre de Shakespeare et Mankiewicz petit parce qu'il avait compris que dans un scénario, ben, chaque personnage doit être un petit peu complexe. Il propose avec Citizen Kane, genre de ballet un peu moderne, à la fois réaliste, expressionniste, poétique, vraiment composé, vous allez voir, là, de 4 récits qui deviennent un peu parfois, qui deviennent contradictoires et qui nous racontent un peu la vie de Charles Foster Kane. Hein. Euh, le scénario, pour plusieurs, ce scénario-là est directement inspiré ou fait écho là, à la vie d'un vrai mania de la presse, William Randolph Hearst. C'est lui aux États-Unis qui a créé les premiers journaux à potins. C'est quelqu'un d'extrêmement riche, extrêmement populaire, connu. C'est quelqu'un qui avait une vie publique aussi assez connue. Et lorsqu'il va apprendre finalement qu'un réalisateur Hollywood ben, fait un film sur sa vie, il est un peu mécontent de savoir que c'est ce genre de caricature un peu, je veux dire, de sa vie. Et le scandale va être inévitable. Pas Wells, mais Hertz va tout faire pour empêcher finalement le scénario de se réaliser, mais ça
passera pas de cette façon-là. Wells est trop intelligent et il va réussir à contourner finalement un peu la situation en disant que ce film-là n'est pas inspiré de Hearst, mais de lui. OK? Et je crois que fondamentalement, c'est vrai. OK? Oui, il y a, je veux dire, cet homme public hein, connu, Hearst, met beaucoup d'éléments dans le film sont directement inspirés de la vie de Wells. Lorsqu'on regarde, je veux dire, le métier hein, de Suzanne Alexander, hein, lorsqu'on regarde finalement certains gestes hein, de Charles Foster Kane, lorsqu'on voit, je veux dire, les portraits psychiques du personnage de Wells, on pourrait vraiment l'associer un petit peu au portrait psychique et même à la vie familiale de Wells. Donc, je pense que quand même certains éléments, effectivement, qui proviennent de la vie de Wells, mais aussi quelques-uns qui proviennent de la vie de Hearst, et ça lui permettait finalement à Wells d'avoir certaines publicités et de s'assurer que certaines personnes étaient prêtes à aller le voir. Le film est tourné à fin juin 1940. Et ce qui est surtout intéressant et important, c'est qu'au départ, ce film devait s'appeler L'Américain. Pourquoi je mentionne ça? C'est que derrière le portrait hein, de Charles Foster Kane se cache également un portrait de l'Amérique de 1895 jusqu'à 1941. On parle des grands moments de l'histoire américaine et ça, je veux dire, pour moi, c'est aussi important, je veux dire, que le portrait du personnage. Donc, c'est un film, je veux dire, qui est vraiment, je veux dire, bicéphale, hein, qui s'intéresse à un homme, mais qui l'intègre dans une Amérique en devenir. Euh, le film en lui-même, hein, sans tout vous raconter, débute avec la mort de Charles Foster Kane et lors de son dernier allemand, hein, il va prononcer un mot, Rosebud. Hein. Et là, c'est là que l'intrigue commence. Hein. Il y a un journaliste reporter, M. Thompson, qui est chargé par son rédacteur en chef, hein, directeur des actualités cinématographiques, de trouver la signification de ce mot hein, du milliardaire excentrique hein, qui est, je veux dire, qui possède un énorme manoir qui s'appelle Xanadu. Hein. Euh, de par la fortune hein, du personnage, je veux dire, de Kane, on comprend, je veux dire, que cet homme a conquis le cœur de plusieurs citoyens et aussi été détesté par plusieurs citoyens. Et c'est quelqu'un qui aimait se mettre un petit peu en avant de la scène. Hein. Et donc, il y a tout un mystère qui entoure ce fameux Rosebud. Hein. Et là, le rôle du journaliste, hein, c'est littéralement de créer presque un mythe autour de Kane. Hein, et c'est tous les gens qui ont connu Kane qui parlent de lui. Hein. On va en revenir tantôt. Et donc, ça va, je veux dire, de sa deuxième épouse, que ça va de son meilleur ami, que ça va, je veux dire, de son homme d'affaires et ainsi de suite. Donc, on comprend pourquoi, je veux dire, chacun, je veux dire, un peu une image, une idée, je veux dire, de Kane. Et le travail de Thompson, c'est un peu de reconstituer hein, ce puzzle, gardez ça en tête, le mot puzzle, sans soucier un peu de l'impartialité, je vais voir, des propos. Hein. Donc, la vérité importe peu. Ce qu'on doit, c'est créer une nouvelle. Hein. Et là, on est vraiment dans l'esprit, je veux dire, de William Randolph Hearst, pardon, William Randolph Hearst, et également, j'ai même aussi de notre ami Donald Trump. Hein. Donc, c'est un peu l'ordre du récit. Et de là, ben, essentiellement, ce qu'on constate, hein, c'est que ce film, je veux dire, rompt avec toute la production d'Hollywood. Il va multiplier tous les styles en reportage, expressionniste, théâtral. C'est un film qui est porté par un montage hein, et aussi par tout l'art de la mise en scène. Et comme je le mentionnais, on considère que ce film-là est peut-être le représentant de la modernité aux États-Unis. Donc voilà là, pour la présentation. On va aller plus dans les détails pour savoir finalement comment iront-ils avec la production hollywoodienne et en quoi finalement ce film-là est si moderne. Hein. Donc voilà la modernité de Citizen Kane. Hein. Pourquoi qu'on le considère moderne? C'est qu'essentiellement, ce film-là se veut un peu l'affirmation d'un auteur. Hein. C'est essentiellement, on sent dans Kane la présence d'un réalisateur. On sent genre, cette volonté d'apparaître, que la mise en scène s'affiche. Hein. Il y a même certaines scènes où on dit, ah oui,
c'est clair que quelqu'un derrière la caméra qui a assumé totalement le point de vue, je veux dire, du film. OK? Et ça, c'est nouveau, hein, aux États-Unis. Généralement, les réalisateurs avaient plutôt tendance à s'éclipser, à faire jouer les comédiens, à servir finalement le cinéma, alors que dans ce cas ici, on a l'impression que le cinéma sert plutôt la personnalité de Orson Welles. C'est pour ça qu'on parle de l'affirmation d'un auteur, donc cette politique des auteurs qui par la suite va déboucher sur cette idée du cinéma d'auteur un peu partout à travers le monde et également à Hollywood. Autre élément extrêmement important dans ce film-là qui démontre un peu la modernité, c'est que Orson Welles va revisiter totalement la structure narrative. Okay? Il va finalement en faire un film puzzle, hein? Un film en forme de book. Hein? Et là, il y a l'utilisation constante des flashbacks, hein, pour arriver à raconter cette histoire-là. Pourquoi? Hein? C'est qu'il manque un point de vue au film. Hein? Et c'est le point de vue, je veux dire, de Charles Foster Kane, parce que bien sûr, il meurt et il prononce Rosebud, mais en aucun moment on va avoir la version, je veux dire, de Kane. Tout ce qu'on a, c'est les versions des gens je veux dire, qui l'a côtoyé. Hein? Donc, cette caméra devient un peu subjective parce qu'elle essaie de faire découvrir comment les gens ont vu, perçu ce personnage-là, et ça revient constamment en forme, finalement, de flashback. Okay, donc. Et autre élément extrêmement important au niveau de la structure narrative, c'est qu'il y a énormément d'introductions au film. Donc, vous avez ce que je vous mentionnais, hein, quelques minutes, hein, où là, on voit une barricade qui est indiquée no trespassing, hein, et là, la caméra rentre à l'intérieur, je veux dire, de cette barricade. Elle s'approche d'un énorme château. Il y a une fenêtre illuminée. La fenêtre s'éteint. La caméra rentre dans le château et là, on atterrit sur le personnage de Charles Foster Kane qui prononce le mot Rosebud et on le voit en gros plan. Okay. Ça dure 1 ou 2 minutes, hein, et bang, c'est terminé. Okay. Et on découvre par la suite, hein, à travers certaines actualités, qui est ce personnage. Hein. Et donc, on apprend que c'est un milliardaire, on apprend que c'est un homme extrêmement connu, on apprend que c'est un homme qui a voulu faire de la politique, c'est un homme qui avait énormément de journaux, c'est un homme qui avait des mines, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est quelqu'un qui s'est fait construire un château, un des plus, je veux dire, plus gros châteaux au monde, un des châteaux qui a coûté le plus cher au monde. Okay? Et donc, sur à peu près 10 ou 15 minutes, on a ces actualités. Et encore là, coupe brusque, franche. Okay? Et on se retrouve à l'intérieur de la salle des nouvelles où le directeur, le chef de pupitre, hein, dit à ses collègues, tout ce que je viens de voir sur cet écran-là est connu. Je n'ai rien appris de nouveau. Okay? J'ai besoin d'un nouveau point de vue. Okay? Et ça, c'est intéressant parce que c'est la démarche de Orson Welles, d'y intégrer un nouveau point de vue. Et c'est là qu'il va mandater, hein, M. Thompson de rencontrer les gens qui ont côtoyé Kane et de découvrir quel est finalement le sens de Rosebud. Et ça se termine, ça va être sûrement quelque chose de très facile. Vous allez voir que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on le pense. Donc, il y a comme 3 introductions. Un, qui est la présence de Kane et le fameux Rosebud, les actualités qui nous expliquent exactement qui est ce personnage, okay? Et par la suite, je veux dire, ce mandat qu'on offre à Thompson, et là, qui va reprendre finalement tout ce qu'on a déjà vu dans les actualités, mais avec un point de vue maintenant qui va être subjectif. Hein? Donc, c'est là cette idée d'une caméra subjective qui reprend une information un peu objective et qui essaie, je veux dire, de comprendre le sens de ces informations-là. Donc, il y a vraiment une modernité, je veux dire, qui s'installe dans ce travail consacré à ce qu'on appelle un peu la structure narrative du film. Autre modernité dans le film, c'est au niveau de la fonction des personnages. Jusqu'à présent, on s'est aperçu qu'un film fonctionne avec des personnages centraux. Hein. Dans le modèle héroïque, comédique et dramatique, hein, il y a ces personnages centraux ou des héros. Okay? Dans le cas de Kane, il y a plus de héros. En fait, il n'y a plus de personnage principal, il meurt.
OK? Donc ça, c'est aussi assez particulier et révélateur d'une certaine modernité, hein. Donc, on est vraiment à l'extérieur de la grande fonction des personnages du modèle narratif classique, hein. D'où, je veux dire, la raison encore pour laquelle on est dans le cinéma d'auteur. Et troisième élément important, hein, c'est aussi cette façon, je veux dire, d'aborder, hein, la mise en scène, hein, cette façon aussi de rompre avec les codes classiques de la mise en scène à Hollywood, où là, Wells va briser totalement un peu la transparence de la mise en scène en faisant passer son style avant l'histoire. Okay? C'est ça qui est intéressant dans ce cas ici. On note, on reconnaît tout le travail finalement d'éclairage. On reconnaît toute la profondeur de champ, je vais l'expliquer un peu plus tantôt. On reconnaît tous ces jeux, je veux dire, de caméra au point tel qu'on se dit, il y a quelqu'un derrière finalement cette caméra. Et ça, je veux dire, Tarantino, je veux dire, va reproduire ça dans Réservoir Dogs, rappelez-vous, hein. Et on affirme inévitablement, je veux dire, qu'il y a une certaine subjectivité, hein. Un film n'est pas neutre. Un film, il est, je veux dire, signé par quelqu'un et c'est le point de vue de cette personne-là qui est transposé à l'écran. Okay? Et dernier aspect extrêmement important, c'est qu'on remet en question tout le réalisme de la représentation, hein. Pendant plusieurs années, on croyait qu'en voyant un film, ce qu'on voyait était vrai. Alors que là, Wells affirme que essentiellement, ce que vous voyez à l'écran, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui est organisé, qui est, je veux dire, désiré, mais ça reste que c'est un mensonge. Et donc, tout ça appartient à ce qu'on nomme la modernité au cinéma. Okay? Donc, si on va plus dans les détails, on va pouvoir, dans le fond, un peu constater comment cette transparence est brisée, hein, à travers des jeux de lumière, hein, à travers la profondeur de champ, à travers tous des jeux de miroir, à travers certains travelling qui sont un peu démesurés, à travers certaines recherches sonores. Okay? Gardez ça en tête, j'y reviens tantôt et on va aussi l'aborder lors de la prochaine rencontre Zoom. Donc, quelques détails, hein, pour se rapprocher un petit peu des films. Tantôt, je parlais des personnages, hein, où je vous disais, je veux dire, que dans le cas du cinéma d'auteur, on avait droit à des personnages un peu plus complexes, hein. C'est essentiellement, je veux dire, le cas avec Charles Foster Kane. Et dans le film, Charles Foster Kane le dit, c'est la scène, je l'ai repris, là, je veux dire, littéralement, hein, à travers cette photo. Il mentionne, je veux dire, à M. Bernstein, n'oubliez pas que vous avez devant vous deux Charles Foster Kane. Okay? Donc, vous avez un être multiple, double. En limite, moi, je dirais presque triple et quadruple, hein? Donc, un Charles Foster Kane qui est un homme d'affaires, hein? Qui, je veux dire, a énormément d'intérêts, je veux dire, financiers, mais aussi, je veux dire, un Charles Foster Kane qui s'intéresse seulement aux droits des travailleurs et qui est prêt à les défendre, hein? Donc, cette dualité, je veux dire, à même le personnage apparaît constamment, je veux dire, dans les propos, je veux dire, de Kane, et également dans les propos des proches collaborateurs de Kane. Donc, c'est cette complexité du personnage qui nous amène finalement à nous éloigner des modèles un peu traditionnels des personnages. Okay. Également, dans, je veux dire, les différents éléments rapportés par les personnages, il y a une certaine multiplicité des points de vue, hein, parce qu'on a ce point de vue très neutre au début, hein, News of the March, hein, et par la suite, on a finalement 4 points de vue. Celui de sa deuxième épouse, Suzanne Alexander Kane, hein. Également, celui de M. Thatcher, qui est un peu finalement le grand banquier qui va s'occuper, vous allez voir, de la fortune de Charles Foster Kane, parce que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais essentiellement, ce personnage de Kane, ben, très jeune, hein, devient bien malgré lui millionnaire parce que sa mère, qui avait une petite pension, ben, va recevoir un bon de terre, va recevoir finalement une particule de terre d'un homme qui n'avait pas d'argent, hein. Et sur cette particule de terre, on va découvrir une des plus grandes mines d'or aux États-Unis. Et du jour au lendemain, bien, Kane va devenir riche, hein, et va finalement quitter sa maison, hein, va quitter ce petit bled, va quitter finalement cette campagne pour vivre à la ville, hein, sous, je veux dire, finalement, la tutelle de Thatcher. Okay. Et ça, c'est intéressant parce que, rappelez-vous,
Kane est orphelin à 15 ans et dans le film, c'est un peu plus jeune, c'est à 8 ans, Kane devient un peu orphelin lorsque sa mère, finalement, le donne, je veux dire, à Thatcher pour qu'on lui offre une éducation digne d'un homme extrêmement riche. Donc, on a un peu ce point de vue de Thatcher et c'est le point de vue que je pourrais dire du banquier. Hein. Suzanne Alexander, elle, c'est le point de vue un peu de l'amante. Hein. Et on a deux autres points de vue, hein, qui est celui, je veux dire, de son meilleur ami, Jack Leland, qui va devenir un peu son meilleur ennemi, hein, et aussi de Bernstein, qui lui s'occupe finalement des affaires de Kane. Hein. Et à ça, la toute fin, je veux dire, on a finalement le point de vue, je veux dire, du majordome Raymond. Hein, je ne vous en dis pas plus. Là. Donc, il y a une multitude de points de vue qui vient par, finalement, offrir au spectateur une multiplicité, je veux dire, de réflexion sur le personnage de Kane. Donc, on est dans un modèle en narratif qui s'éloigne, je veux dire, de ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire en 1941. Il y a très grande volonté chez Wells de donner un sens expressif à la lumière. Okay? Et pour y arriver, il va travailler avec le plus grand directeur photo de l'époque, qui est Greg Toland. Hein. Là, j'ai fait aussi, je veux dire, j'ai évoqué quelques scènes dans le film là, où la lumière devient une source finalement d'expression. Hein. Et je suis persuadé que ça, comme un peu inspiré, je veux dire, du passé théâtral de Kane. Pardon, de Wells. Hein. On voit là, toutes les sources lumineuses. Okay. Autre élément important qu'on va un petit peu aborder là, lors de la rencontre Zoom, c'est que sachez que oui, il y a des lumières qui proviennent du plafond, hein, mais il y a beaucoup de sources lumineuses également qui proviennent sur les côtés, hein, parce que Wells avait demandé à ses décorateurs vraiment que les pièces hein, aient un plafond, ce qui est à peu près, je veux dire, peu vu, je veux dire, à Hollywood, hein, parce que oui, on va placer là, les lumières au plafond, alors que Wells voulait plutôt reproduire un genre de milieu théâtral, voulait ses plafonds et voulait les lumières de côté pour arriver finalement à créer ces zones d'ombre hein, dans le film. Et ces zones d'ombre-là sont importantes parce qu'ils sont une façon, je veux dire, de conjuguer le bien et le mal. Lorsque Wells est, je veux dire, surtout dans la première partie du film, lorsque Wells, son ascension, il est toujours dans la lumière. Alors, vous allez remarquer dans la deuxième partie du film, lorsqu'il est plus près de la déchéance, Wells va dire, tomber dans la noirceur. Hein. Donc, il y a toujours un peu cette opposition lumière-noirceur dans le film qui vient par représenter un peu l'état psychologique et l'état presque physique et social du personnage. Donc, on est toujours dans cette idée, je veux dire, d'affirmer, je veux dire, que la mise en scène est plus importante, sinon plus importante que le récit. Hein. Donc, il y a cet élément-là. Autre élément important, c'est bien sûr cette idée de profondeur de champ. Okay? Donc là, vous avez un exemple où on voit en avant-plan, hein, je veux dire, ce flocon, je veux dire, qui va servir à Son Alexander de se suicider. On voit, bien sûr, Charles Foster Kane, hein, qui est joué par Orson Welles. Et à l'arrière, il y a une porte et là, essentiellement, le médecin va rentrer. Hein. Donc, dans le même plan, il y a comme trois niveaux. Hein. Et c'est quoi la profondeur de champ? C'est un procédé qui est assez théâtral, hein, mais qui se réalise dans ce cas ici au cinéma à travers énormément de trucage. Hein, parce que quand on voit le film, on a l'impression que c'est un film qui finalement est, je dirais, pas beaucoup d'effets spéciaux, alors que c'est complètement faux. C'est un film qui a coûté extrêmement cher, plus de 800 000 donc 850 000 et qui, je veux dire, possède énormément d'effets spéciaux. Hein. Parce que tantôt, là, dans l'image que je vous ai présentée, pour quiconque qui a fait un petit peu de photos, sait très bien qu'il est impossible de faire le focus, hein, la mise au point sur à la fois cette énorme cuillère et à la fois sur le personnage de Ken et à la fois aussi sur le personnage qui va entrer ici. Hein. La longueur focale ne permet pas d'avoir cette netteté à l'intérieur de l'image. Donc, ce que fait Orson Welles, c'est qu'il a finalement filmé hein, plusieurs fois le même plan. Hein. Donc, on a filmé le plateau avec le verre,
hein, et on faisait la mise au point. Hein, et par la suite, on rembobine la pellicule dans, je veux dire, la caméra, OK? Et là, on réalise une nouvelle mise au point, hein, sur le personnage de Wells, hein, sur le personnage finalement de Kane, joué par Wells. Hein, et on pourrait le refaire une troisième fois, OK? Donc, lorsqu'il est l'entrée des acteurs dans le champ arrière. Donc, ça demandait une très grande précision, de un, ça demandait une très grande lecture, je veux dire, de la lumière pour arriver à faire ça. Et seuls les grands directeurs photo pouvaient le faire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce film-là est si important. C'est quoi de travailler avec les plus grands directeurs photo, avec les meilleurs techniciens de l'époque. Et ça, encore aujourd'hui, on considère que ce film-là, je veux dire, est exceptionnel à ce niveau. Hein. Haute profondeur de champ, là, vous voyez ici, là, on voit Wells à travers différents miroirs. Okay? Vous remarquerez que dans Inception, on avait la même chose. Et effectivement, Christopher Nolan rend hommage à Orson Welles dans cette scène où Ariane et Cobb se retrouvent sur un pont à Paris et on voit apparaître l'image de Cobb à plusieurs reprises. C'est un clin d'œil au film Citizen Kane de Orson Welles. Donc, il y a plein de techniques dans ce film-là qui sont, je veux dire, très innovatrices, qui font partie un petit peu de la modernité du film et qu'on va finalement on va discuter, hein, lors de notre rencontre Zoom. Okay? Je n'ai pas parlé beaucoup de thématiques, mais sachez, je veux dire, que ce film-là aussi aborde quelques thématiques qui sont dire, assez modernes, hein, parce qu'on parle d'ambition, hein, de richesse, de grandeur, de la décadence un peu du capitalisme à travers finalement le personnage de Charles Foster Kane, du pouvoir aussi de la presse, allez voir, parce que Kane croit être capable d'acheter un peu tout le monde à travers ses différents journaux, d'acheter finalement un peu cette liberté de parole à travers ces journaux. Donc, il y a certaines thématiques qui sont encore très actuelles. Hein? Si on suit un petit peu là, la dernière, si vous avez suivi la dernière campagne électorale, ben, lorsque, je veux dire, on voit le personnage de Donald Trump, on est vraiment, je veux dire, un petit peu je veux dire, dans ces mêmes thématiques, hein, à travers cette ambition démesurée de Trump, cette grandeur qu'il se donne, une décadence totale du capitalisme et de tous ces enjeux de corruption et bien sûr le pouvoir de la presse qu'il veut s'acheter lui-même ou qu'il veut créer, hein, à sa manière. Okay. Donc, il y a finalement plusieurs éléments dans ce film-là qui vont nous servir de discussion, hein, lors du prochain Zoom. Pardon, hein. Donc, bien sûr, le personnage de Kane, vous devez vous attarder à ce personnage-là, essayer de comprendre pourquoi il est complexe, pourquoi il est multiple. Hein. Bien sûr, le mystère de Rosebud. C'est quoi ce fameux Rosebud? Hein? Quelles sont les interprétations possibles du Rosebud? Hein? Comment Kane est un film d'auteur et ou peut-être un film hollywoodien. Ça aussi, je veux dire, c'est des questions que vous êtes capable d'aborder parce que vous avez suffisamment de connaissances actuelles pour pouvoir le faire. Et toute cette modernité dont j'ai énormément parlé dans cette capsule, se rapportant à la mise en scène, la structure du narrative, le personnage. Donc, ce sont des éléments qu'on va aborder lors du prochain Zoom, bien sûr, après que vous ayez visionné dire, ce film de Orson Welles, Citizen Kane. Donc, bon visionnement. Petit détail en passant aussi, je sais que ce film date de 1941. Hein. À chaque fois, je me dis, est-ce que je dois ou non le présenter parce que c'est un film en noir et blanc? Parce que c'est un film finalement qui a une durée un peu différente, parce que c'est un film qui a un rythme différent. Les films réalisés en 1940 n'ont pas le même rythme que ceux réalisés aujourd'hui. Donc, je suis toujours un petit peu en questionnement à savoir est-ce que oui ou non je dois le présenter. J'arrive souvent à la même conclusion. Oui, je dois vous le présenter. Même en sachant Scaris, qu'elle est un film peut-être le plus difficile d'aller voir pendant la session pour certains. Un film qui est différent de ce que vous voyez, mais je pense qu'au-delà de tout ça, bien, il faut voir Kane parce qu'il a, ce film-là, une influence sur plusieurs réalisateurs contemporains parce qu'il a marqué l'histoire du cinéma hollywoodien et parce que aussi le personnage de Orson Welles est un être
assez atypique à l'intérieur de Hollywood. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je vous présente ce film-là et encore, bon visionnement.